J'ai volé 18 heures pour assister au mariage de ma sœur. Mon père a bloqué la porte en disant « Tu ne fais plus partie de la famille ». 3 jours plus tard, ils ont appelé pour exiger 38 000 $ pour un contrat que je n'avais jamais signé. Je suis avocate spécialisée en droit des contrats. C'était leur première erreur. Mon père m'a arrêté à la porte du mariage de ma sœur et a dit « Tu dois partir ». Il n'a pas chuchoté. Il ne m'a pas prise à part. Il l'a dit à pleine voix, face à moi, devant la coordinatrice du lieu, 2 garçons d'honneur et une fleuriste portant une brassée de pivoine blanche qui s'est figée en plein mouvement comme si elle était entrée sur une scène de crime. Je tenais encore mon invitation. Du papier cartonné couleur crème, des lettres en relief doré. Athéna Sinclair, avec l'écriture de ma sœur Paige en haut, l'écriture cursive qu'elle avait pratiquée de manière obsessionnelle au collège. J'avais transporté cette enveloppe à travers 3 fuseaux horaires et 18 heures de voyage. Un vol de nuit de Portland à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy, une correspondance pour Alec Durham, un trajet de 40 minutes en voiture de location sous la pluie d'octobre parce que ma sœur me l'avait envoyé personnellement, et j'avais cru. Avec l'espoir spécifique et fragile de quelqu'un qui a déjà été blessé et a décidé d'essayer quand même, que cette fois-ci serait différente. Mon père a regardé l'invitation dans ma main. Puis il m'a regardé. Il a dit, c'est seulement pour la famille. Tu n'étais pas invité. Pendant un moment, je n'ai sincèrement pas assimilé l'information. Mon cerveau a offert plusieurs explications en séquence rapide. Mauvaise entrée, mauvaise heure, problème de communication, une erreur logistique qui serait résolue en 30 secondes avec un appel téléphonique et un rire gêné. Puis j'ai regardé au-delà de lui et j'ai vu Paige. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de la suite nuptiale au bout du couloir, entièrement habillée, le voile épinglé, le bouquet à la main. Nos regards se sont croisés à travers 40 pieds de tapis bordeaux. Elle a détourné le regard en premier. C'est là que j'ai compris. J'ai tendu l'invitation à mon père, non pas parce que je l'abandonnais, mais parce que je voulais qu'il tienne la preuve de ce qu'il avait fait. Et je me suis retourné et j'ai marché jusqu'à la voiture de location, une Toyota Camry blanche. Je me suis assise sur le siège du conducteur avec la porte verrouillée et la pluie tapant sur le toit, et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai pleuré, pas pour le mariage. Je veux être clair à ce sujet. J'ai pleuré parce que j'avais été assez stupide pour espérer à nouveau après tout. Je ne savais pas encore que l'espoir était la moindre des choses qu'il m'avait volées. Je m'appelle Athéna Sinclair. J'ai 34 ans. Je suis avocate spécialisée en droit des contrats dans un cabinet de taille moyenne à Portland, dans l'État de l'Oregon. Le genre de travail où vous passez vos journées à lire les petits caractères pour gagner votre vie. Comprendre que la différence entre un mot et son absence peut tout coûter à quelqu'un. J'ai une sœur, Paige, 31 ans. Elle est blonde là où je suis brune, exubérante là où je suis mesurée. Le genre de personne qui remplit une pièce de bruit d'une manière que nos parents ont toujours interprétée comme du charisme. En grandissant, nous n'étions pas proches, pas hostiles, juste séparés, orbitant dans le même foyer sans beaucoup de gravité entre nous. Nos parents, Gérald et Myriam Sinclair, vivent à Cary, en Caroline du Nord, dans une maison coloniale de 4 chambres qu'ils possèdent depuis 26 ans. Mon père est un chef de projet à la retraite. Ma mère est bénévole à leur église et gère le calendrier social de leur monde immédiat avec l'intensité concentrée d'un diplomate à petite échelle. L'image de la famille, plus précisément l'apparence d'une famille chaleureuse, prospère et unie, est son projet principal. J'ai déménagé à Portland à 24 ans pour l'école de droit. J'y suis resté parce que j'y ai construit une vie. Je visite la Caroline du Nord 2 fois par an, ou plutôt je le faisais jusqu'à il y a 3 ans, lorsqu'un désaccord sur la gestion par ma mère de la succession de ma grand-mère, plus précisément sa décision de m'en exclure sans me le dire, puis de n'y avoir joué le moindre rôle là-dedans, a créé une rupture que nous avons dissimulée, mais jamais réellement réparée. J'aurais dû reconnaître le schéma plus tôt. Je suis avocate en contrat. Je lis des documents pour gagner ma vie. Et pourtant, quand il s'agissait de ma propre famille, je continuais d'accepter des assurances verbales et de traiter les silences comme des accords plutôt que comme des vides. Un vide n'est pas un contrat. Je le sais maintenant. Paige a annoncé ses fiançailles avec Tyler Marsh 14 mois avant le mariage. Tyler est un ingénieur en environnement, calme, stable, le genre d'homme qui réfléchit avant de parler. Je l'ai tout de suite bien aimé. J'ai envoyé une carte, j'ai appelé pour les féliciter, j'ai demandé à être impliqué.
Paige a dit qu'elle me contacterait au sujet du cortège nuptial. Elle ne l'a jamais fait. Je me suis dit que c'était une période chargée. L'organisation d'un mariage est accablante. Elle allait revenir vers moi. Elle n'est pas revenue vers moi. 4 mois avant le mariage, l'invitation est arrivée. Mon nom avec l'écriture de Paige. Cérémonie au domaine Whitmore à Raleigh. Le 14 octobre, à 2 heures de l'après-midi. J'ai réservé des vols cet après-midi-là. Le trajet de retour à l'agence de location de voitures depuis le lieu du mariage a duré 43 minutes sous une pluie continue. Et j'en ai passé la majeure partie dans un état de choc suspendu spécifique. Le genre d'état où vos mains font fonctionner le véhicule correctement tandis que votre esprit se tient toujours dans ce couloir recouvert de moquettes Bordeaux, tenant une invitation dont votre père vient de vous dire qu'elle ne signifiait rien. J'ai rendu la voiture, réservé un vol plus tôt, me suis enregistré dans un hôtel d'aéroport parce que mon billet de retour n'était que pour dimanche et que je n'avais pas les moyens de le changer. Chambre 214. Lit double avec couette en polyester. Une vue sur le parking à étage. J'ai commandé le service d'étage. J'y ai à peine touché et je me suis assise sur le lit avec mon téléphone à la main, attendant quelque chose, un appel de Paige, un message texte de ma mère, une quelconque reconnaissance que ce qui venait de se passer valait au minimum la peine d'en discuter. Mon téléphone est resté silencieux jusqu'à 9h47 du soir. Ma mère a écrit, « Ton père a dit que tu avais fait un scandale sur place. Est-ce que tu vas bien ?» J'ai fixé le message pendant 1 minute entière, faire un scandale. J'étais entré, j'étais resté dans un couloir pendant 30 secondes, et j'étais parti sans dire un mot. Si c'était un scandale, je fonctionnais avec un déficit d'information concernant mon propre comportement. J'ai répondu, je n'ai pas fait de scandale. Papa m'a dit de partir. Je suis parti. Il essayait juste de faire en sorte que la journée se déroule sans accroc. Tu sais comment ces choses peuvent devenir compliquées. J'ai posé le téléphone. Compliqué. Nous y voilà. Ce mot informe et passe-partout que ma famille utilisait pour décrire toute situation dans laquelle une personne ayant un grief était dérangeante. J'ai pris l'avion pour rentrer chez moi dimanche matin. Je suis retourné au travail lundi. J'ai raconté ce qui s'était passé à mon collègue et ami le plus proche, Marcus Webb, associé dans le même cabinet, 8 ans d'expérience, et la personne qui m'a aidé à traverser plus de crises professionnelles que je ne pourrais en compter. Il a écouté sans m'interrompre puis a dit, c'est une histoire avec un 2e chapitre. Donne-lui 1 semaine. Il avait raison sur ce point. Il avait tort sur la chronologie. Cela a pris 3 jours. Mercredi, 11h14 du matin. J'étais en train de réviser un avenant à un bail commercial quand mon téléphone portable a vibré. Le nom de ma mère. J'ai failli laisser l'appel aller sur la messagerie vocale. J'ai répondu, Athéna. Sa voix avait cette texture particulière qu'elle utilise pour les conversations difficiles. Soigneusement modulée, un peu trop chaleureuse, l'équivalent verbal d'une poignée de main ferme. Nous devons parler de la facture du domaine. J'ai posé mon stylo. D'accord. Le domaine Whitmore. La facture finale est arrivée ce matin. 38 400 $. Une pause. Ton nom figure sur le contrat en tant que garante. La pièce n'a pas tourné. Mon cœur ne s'est pas emballé. C'est ce à quoi les gens s'attendent. La réponse physique dramatique. Ce qui s'est réellement passé a été une immobilité professionnelle très spécifique. La même chose qui se produit lorsque je lis un document et que je trouve une clause qui ne devrait pas y être. J'ai dit, je n'ai jamais rien signé, maman. Ton nom est sur le contrat. Je comprends que mon nom soit sur le contrat. Je te dis que je ne l'ai pas signé. Une autre pause. Plus longue cette fois. Eh bien, le domaine l'a dans ses dossiers. J'ai ouvert mon calendrier. J'ai vérifié mes dossiers de voyage, mes archives de courriel, mes journaux d'appel. La réservation du lieu, en se basant sur la date du mariage et les délais habituels, aurait été finalisée environ 10 à 12 mois auparavant. J'avais été à Portland pendant tout ce temps. Je n'étais pas allé en Caroline du Nord depuis le Noël précédent. Je n'avais reçu aucune communication du domaine Whitmore. Pas un courriel, pas un appel téléphonique, pas une demande de signature électronique. Maman, ai-je dit, je lis des contrats pour gagner ma vie.
Explique-moi exactement comment ma signature a atterri sur un accord de garantie de lieu que je n'ai aucun souvenir d'avoir vu ou signé. Silence. Ton père t'appellera plus tard. Elle a raccroché. Je suis resté assise à mon bureau pendant environ 90 secondes. Puis j'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et j'ai cherché le contact de la coordinatrice d'événements du domaine Whitmore à Raleigh. J'ai joint la coordinatrice d'événements du lieu à 10h30 le lendemain matin. Elle s'appelait Sandra 8 et elle avait la voix professionnelle de quelqu'un qui coordonne de grands événements pour gagner sa vie. Compétente, mesurée, habituée à gérer des conversations difficiles entre les familles et les prestataires. Je me suis présenté. J'ai expliqué que j'avais été désigné comme garante sur un contrat et que je n'avais aucune trace d'avoir signé ou révisé cet accord. Une brève pause. Le bruit de frappe sur un clavier. Il y a un garant dans le dossier, a dit Sandra. Athéna Sinclair, c'est mon nom. Je ne l'ai pas signé. La frappe s'est arrêtée. Mademoiselle Sinclair, j'aurais besoin de sortir la documentation originale pour. J'aimerais une copie certifiée de l'accord de garantie, y compris la page de signature. Je peux fournir mon passeport comme pièce d'identité pour comparaison. Une autre pause. Plus longue. Le genre de pause qui signifie que quelqu'un est en train de se recalibrer. Je vais devoir vérifier avec notre service juridique, a-t-elle dit. J'ai répondu, bien sûr. Mon courriel est dans le dossier. S'il vous plaît, envoyez-moi tout ce que vous êtes en mesure de partager. J'ai raccroché, je suis resté immobile un moment. Puis j'ai appelé Marcus dans mon bureau et j'ai fermé la porte. Je lui ai tout raconté. L'appel de ma mère, la facture de 38 000 $, la réclamation du garant. Il est resté silencieux pendant exactement 4 secondes. Quelqu'un a falsifié ta signature, a-t-il dit. Ce n'est pas une question. C'est ce que je suis en train d'envisager. Oui, Athéna. Il s'est penché en avant. C'est un crime. Je sais. Veux-tu que je... Pas encore. Je veux d'abord voir le document. Mon père a appelé ce soir-là à 6h22. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Je voulais ces 2 sonneries. J'avais besoin d'être sereine avant de décrocher parce que je savais ce qui s'en venait et j'avais besoin d'être la personne la plus calme dans la conversation. Athéna. Sa voix était celle qu'il utilise quand il a décidé que la meilleure défense est l'assurance. Forte, légèrement impatiente. La posture verbale d'un homme qui a passé 63 ans à incarner l'autorité dans chaque pièce où il entre. Cette situation avec le lieu doit être résolue. Tu as signé un accord de garantie. La facture est exigible dans 30 jours. Papa, as-tu falsifié ma signature? Silence. Pas le genre pensif. Le genre pris au piège. C'est ridicule. C'est une question qui appelle un oui ou un non. Il a raccroché. Je suis resté avec cette échéance à l'esprit pendant un moment. Puis j'ai noté l'heure, la durée et ses mots exacts, ou plutôt l'absence exacte de mots de sa part dans l'application de notes de mon téléphone. Vieille habitude des dépositions. Tout documenté. La mémoire n'est pas fiable. Le papier l'est. Le document numérique du domaine Whitmore est arrivé vendredi matin à 8h47. 11 pages. Je l'ai ouvert sur l'écran de mon ordinateur de bureau et je l'ai parcouru section par section de la manière dont j'examine chaque contrat, méthodiquement sans rien sauter, en traitant chaque clause comme étant potentiellement la plus importante de la page. Page 3, accord de garantie. Mon nom en bas imprimé puis signé à l'encre bleue. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti mon passeport. Je l'ai posé à plat à côté de l'écran. J'ai regardé ma vraie signature, celle que j'écris depuis que j'ai 19 ans. Le A majuscule en boucle, la façon dont la barre du T de Sinclair est croisée légèrement haut, la pression spécifique vers le bas sur le R final qui lui donne une légère inclinaison vers la gauche. Puis j'ai regardé la signature sur la page 3. Les mêmes lettres, plausibles au premier coup d'œil. Quelqu'un avait bien fait ses devoirs, mais le S ne bouclait pas de la même façon que le mien. Le mien se ferme. Celui-ci était ouvert. La pression du stylo était trop uniforme d'un bout à l'autre. Ma vraie signature a des variations. Légère sur les traits montants et appuyée sur les traits descendants. Et le A majuscule, l'élément le plus distinctif, manquait de la légère inclinaison vers la gauche que j'avais depuis l'université.
Quelqu'un avait étudié ma signature à partir d'un document auquel il avait accès, une ancienne déclaration de revenus probablement, ou un formulaire que j'avais signé pour le désaccord sur la succession il y a 3 ans, et s'était entraîné jusqu'à s'en approcher suffisamment pour tromper un étranger. Pas assez pour me tromper. J'ai appelé Rachel Apport à 9h15 du matin. Rachel est mon amie la plus proche de l'école de droit et actuellement assistante juridique chez Hendricks et Mur, un cabinet de défense pénale à Durham, en Caroline du Nord. 12 ans d'expérience. Elle a vu l'intérieur de plus d'affaires criminelles que la plupart des avocats en exercice ayant 2 fois son âge. Et elle a la manière spécifique et imperturbable de quelqu'un pour qui très peu de choses sont encore surprenantes. J'ai besoin de discuter d'une situation de falsification, ai-je dit. Personnel ou pour un client? Personnel. Un temps d'arrêt. À quel point est-ce grave? Quelqu'un a signé un accord de garantie de 38 000 $ en mon nom. J'ai le document. J'ai mon passeport pour comparaison. Les signatures ne correspondent pas. J'ai entendu sa chaise grincer. Elle est assise sur une vieille chaise en bois qu'elle refuse de remplacer. Quel état? Caroline du Nord. Le lieu est dans le comté de Wake. Crime de catégorie H, a-t-elle dit sans hésiter. Faux et usage de faux. Jusqu'à 25 mois dans la fourchette de peine présumée, potentiellement plus selon les antécédents judiciaires et le préjudice financier. Elle a fait une pause. Qui l'a fait? Je le lui ai dit. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Athéna, a-t-elle dit. Tu dois tout documenter avant de parler à quiconque dans cette famille. Imprime le contrat. Imprime la page de signature de ton passeport. Note chaque conversation que tu as eue depuis l'appel du domaine, avec les heures et les citations exactes. C'est déjà commencé. Bien. Appelle-moi avant de faire quoi que ce soit d'autre. Après avoir raccroché, je me suis assise à mon bureau et j'ai regardé les 2 signatures côte à côte pendant une autre longue minute. Courte pause. Si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci en meilleure qualité, mon compte Spotify est en lien dans la description. Mon père était entré dans le domaine Whitmore. Il s'était tenu à la réception. Il avait pris un stylo et avait écrit mon nom à l'encre bleue sur un accord financier juridiquement contraignant et l'avait tendu à un inconnu comme s'il lui appartenait. 38 000 $. Mon nom, ma responsabilité, sa signature. Le 2e courriel de Sandra 8 au domaine Whitmore est arrivé 2 jours plus tard, un dimanche après-midi. Elle n'aurait pas dû l'envoyer. Il contenait des informations qui étaient, à proprement parler, internes à leur processus d'enquête. Elle l'a envoyé de toute façon. Et j'ai toujours cru qu'elle l'avait envoyé délibérément, que Sandra 8, coordinatrice d'événements professionnels, avait assimilé suffisamment ce qui se passait pour comprendre que quelqu'un subissait une injustice et avait pris parti discrètement pour la bonne cause. Le courriel disait, Mademoiselle Sinclair, dans le cadre de notre processus d'examen standard pour les accords de garantie contestés, j'ai signalé ce qui suit à notre service juridique. L'accord de garantie à votre nom a été soumis en personne à notre réception le 12 novembre de l'année dernière. Notre coordinateur de la réception note que la personne qui l'a soumis était un homme d'un certain âge qui semblait être pressé. Il a signé le formulaire au bureau et est parti sans demander de copie. Nous vous contacterons au fur et à mesure que notre enquête progressera. Le 12 novembre de l'année dernière. J'ai vérifié mes dossiers. Le 12 novembre, j'étais à Portland. J'avais eu une réunion avec un client à 10h du matin et une session de préparation de déposition à 2h de l'après-midi. J'avais 12 courriels envoyés depuis mon compte professionnel entre 9h du matin et 5h de l'après-midi ce jour-là. J'étais à 3000 $. Mon père avait conduit jusqu'à un lieu de mariage, s'était tenu à la réception et avait signé mon nom sur un accord de 38 000 $, pour ensuite apparemment attendre 10 mois afin de voir si quelqu'un s'en apercevrait. Ma mère a appelé le samedi suivant pour me parler du brunch. Caroline reçoit dimanche, a-t-elle dit. La famille veut se réunir et discuter de cette situation comme des adultes. La situation. C'est ce que c'était devenu maintenant. Qui sera là, ai-je demandé. La famille. Caroline, Roger, Beth, tes cousins. Une pause. Papa expliquera tout en personne. J'ai compris exactement ce qu'était ce brunch. C'était une intervention au sens original du terme. Pas du genre thérapeutique, mais du genre médiéval. 15 membres de la famille rassemblés et préparés.
Une pression sociale maximale appliquée jusqu'à ce que la personne dérangeante capitule et que le problème soit résolu. Je l'avais déjà vu lors du conflit de succession il y a 3 ans, où je m'étais assise face à une table de parents qui hochaient la tête pendant que ma mère pleurait et que mon père expliquait très raisonnablement que j'étais déraisonnable. Je n'avais pas apporté de documentation cette fois-là. Cette fois, j'ai repassé un chemisier blanc. J'ai préparé un dossier de couleur manille. À l'intérieur, une copie imprimée de l'accord de garantie marqué à la page 3. Une copie imprimée de la page de signature de mon passeport. Une copie imprimée du courriel de Sandra 8 avec la date et l'heure. Et un document d'une page que j'avais préparé moi-même dans le format que j'utilise pour les séances d'information des clients. Propre, précis, sans langage inutile. Intitulé « Résumé de l'accord de garantie contesté, domaine Whitmore, 14 octobre ». Rachel avait tout passé en revue vendredi soir. C'est inattaquable, m'a-t-elle dit. Quoi qu'il arrive à cette table, ils ne peuvent pas contester les documents. Je sais, ai-je répondu. Athéna, sa voix a légèrement changé. Es-tu sûr de vouloir y aller? J'y ai réfléchi honnêtement. J'ai besoin qu'il le voie, ai-je dit. Pas seulement le savoir, le voir. La maison de tante Caroline à Carrie est de style ranch large, sur un terrain d'angle avec un porche couvert et une salle à manger assez grande pour les brunchs du dimanche pouvant accueillir 15 personnes. Je suis arrivé à 11h02 du matin pour trouver toutes les voitures déjà dans l'allée. À travers la fenêtre d'en face, je pouvais voir les gens déjà assis, les tasses de café sorties, les visages affichant l'expression particulière d'un groupe qui a été informé et qui attend. Il n'y avait pas de chaise vide à la table. Mon cousin Dylan, qui a 26 ans et qui a les instincts d'une personne décente malgré son environnement, m'a repéré dans l'embrasure de la porte et est allé dans la cuisine pour en chercher une. Il l'a placée tout au bout de la table, pas une place d'honneur, mais une place. Je me suis assise. Mon père se tenait en bout de table. Il portait la chemise bleue boutonnée qu'il porte pour les grandes occasions. Celle qu'il portait à ma remise de diplôme de l'école de droit. Celle qu'il portait pour la médiation de la succession. C'était un costume que je reconnaissais. Cela signifiait qu'il avait préparé des remarques. Je veux commencer en disant que cette famille s'est toujours serré les coudes dans les moments difficiles. Il a dit que sa voix était calme et pleine d'autorité. La voix du chef de projet, celle qui sous-entendait qu'il était la personne la plus raisonnable de la pièce. Athéna a pris un engagement lorsqu'elle a accepté de servir de garante pour le lieu de mariage de Paige. Maintenant, elle refuse d'honorer cet engagement et le domaine a émis une facture finale. Nous sommes ici pour trouver comment résoudre cela en famille. Des têtes ont hoché autour de la table. Tante Caroline avait les bras croisés. Oncle Roger fronçait les sourcils en regardant la nappe. Ma cousine Bette faisait défiler l'écran de son téléphone avec l'expression de quelqu'un qui considère cette situation résolue d'avance. « Paie-le, c'est tout », a dit Bette sans lever les yeux. C'est un peu embarrassant que ce soit même un sujet de conversation. Tante Caroline a laissé échapper un murmure de soutien. Ma mère a tamponné le coin de son œil avec une serviette, ce qu'elle fait dans les moments à fort enjeu pour signaler un coup émotionnel. Mon père était toujours debout, toujours en train de parler. Il a déroulé le récit qu'il avait préparé. Mon engagement, la confiance du lieu envers cet engagement, les difficultés financières de la famille, la belle journée de Paige et Tyler qui ne devrait pas être assombrie par cela, l'importance pour la famille d'honorer ses obligations. Je l'ai laissé terminer. Chaque mot, chaque phrase préparée. Puis j'ai ouvert le dossier de couleur manille. Je veux vous montrer quelque chose à tous, ai-je dit. Ma voix était posée, pas forte. La voix que j'utilise dans les dépositions lorsque je suis sur le point de guider un témoin à travers un document qu'il préférerait ne pas regarder. J'ai placé l'accord de garantie au centre de la table. Voici le contrat auquel tout le monde fait référence. Mon nom est sur la page 3 en tant que garante. J'ai posé la page imprimée de la signature de mon passeport à côté. Voici ma vraie signature. J'ai laissé 10 secondes à la table pour regarder. Tante Caroline a pris le contrat en premier. Elle a 61 ans et a été directrice administrative dans un hôpital pendant 20 ans. Elle sait ce qu'est un document. Elle a tenu le contrat dans une main et la page du passeport dans l'autre, et a regardé de l'un à l'autre avec l'expression concentrée de quelqu'un qui a examiné beaucoup de paperasse et qui sait quand quelque chose cloche. La pièce est devenue silencieuse. Oncle Roger s'est penché en avant depuis son siège.
Beth a posé son téléphone. Personne n'a rien dit pendant un long moment. Puis j'ai placé le courriel de Sandra 8 sur la table. L'activité de recouvrement contre Athéna Sinclair a été suspendue en attendant l'enquête pour falsification. J'avais imprimé l'objet du message en gras. Le visage de mon père a changé, pas de façon dramatique. Ce n'est pas un homme théâtral. Mais j'ai vu quelque chose dans son expression se recalibrer. De la même façon qu'un calcul change lorsqu'une variable est révisée. La couleur en a disparu lentement, comme de l'eau qui s'écoule jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un regard gris, plat et vulnérable que je n'avais jamais vu chez lui auparavant. C'est. A-t-il commencé? C'est une réaction excessive de la part du domaine. Le courriel du domaine confirme que le formulaire de garantie a été soumis en personne par un homme d'un certain âge le 12 novembre. J'ai gardé ma voix posée. J'étais à Portland le 12 novembre. J'ai une journée entière de réunions documentées avec des clients. Tante Caroline a reposé le contrat sur la table avec précaution. De la façon dont on pose quelque chose quand on a besoin d'avoir les mains libres pour faire face à ce qui vient ensuite. Gérald. Sa voix était calme et très précise. As-tu signé à sa place? Le silence qui a suivi a été la chose la plus bruyante que j'ai jamais entendue dans un espace domestique. Mon père a ouvert la bouche, l'a fermée, a regardé le contrat, la page du passeport, le visage de sa sœur. Nous n'avions pas d'autre option, a-t-il finalement dit. Sa voix avait changé. L'autorité du chef de projet avait disparu. Ce qu'il y avait en dessous était plus petit. Notre crédit a été détruit après la rénovation. Le domaine exigeait un garant avec un profil financier irréprochable. Athéna a un bon crédit. Elle a les revenus. Nous pensions. Tu as commis une falsification. Oncle Roger était debout. C'est un entrepreneur à la retraite de 64 ans qui a des opinions bien arrêtées sur le bien et le mal, qu'il exprime à un volume sonore important. Sur ta propre fille. Sur un document légal. Tyler. C'était Dylan au bout de la table. Il regardait mon cousin Tyler, le mari de Paige, encore dans les premiers jours de son mariage, qui était devenu très immobile. Étais-tu au courant de ça? Tyler n'a rien dit, mais il regardait Paige. Paige regardait la table. Tyler, la voix de Dylan était prudente. Le savais-tu? Je l'ai découvert il y a 2 semaines, a dit Tyler. Sa voix était maîtrisée d'une manière qui signifiait que ce contrôle lui coûtait quelque chose. On m'a dit que c'était une formalité. Que Athéna avait donné son accord verbal. Ce n'est pas. Ai-je commencé? Je sais, a-t-il dit. Je le sais maintenant. De l'autre côté de la table, Beth avait complètement posé son téléphone et dévisageait mon père avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Quelque chose entre l'incrédulité et l'inconfort spécifique de réaliser qu'on a dit à quelqu'un de simplement payer pour un crime commis à son encontre. Tyler, la voix de Paige était tendue. Assieds-toi. Nous pourrons en parler plus tard. Le savais-tu? Il s'est tourné pour la regarder directement. Quand je t'ai demandé il y a 2 semaines si Athéna avait réellement signé quelque chose, tu as dit que c'était réglé. Savais-tu ce que cela signifiait? C'est compliqué. Paige, sa voix a baissé. C'est un crime. Ce n'est pas compliqué. C'est un crime. J'ai rassemblé les documents au centre de la table. Je les ai lentement remis dans le dossier de couleur manille, un par un et dans l'ordre. L'accord de garantie, la page du passeport, le courriel de Sandra 8, ma fiche de résumé. J'ai refermé le dossier avec un claquement. Je ne porte pas plainte, ai-je dit. Mon père a levé les yeux à ce moment-là, ai-je précisé. L'équipe juridique du domaine a la documentation. C'est à eux de poursuivre ou de clore l'enquête. Je ne vais pas appeler le bureau du procureur du comté de Wake pour déposer une plainte. Je me suis levé. Mais j'en ai fini d'être la personne que cette famille appelle quand vous avez besoin de faire signer quelque chose, de payer ou de blâmer quelqu'un. J'en ai fini d'être disponible pour la prochaine situation. S'il y a une autre facture avec mon nom dessus, s'il y a un autre engagement pris en mon nom à mon insu, je ne serai pas aussi mesuré à ce sujet. J'ai pris le dossier. L'activité de recouvrement est suspendue. Le domaine s'en occupe. Vous devrez régler la facture directement avec le domaine Whitmore.
Je vous suggère de le faire rapidement avant que leur service juridique ne fasse son propre signalement. J'ai marché vers la porte derrière moi. La pièce est restée silencieuse pendant 3 bonnes secondes. Puis j'ai entendu l'oncle Roger dire quelque chose d'une voix basse et contrôlée. Puis j'ai entendu la chaise de Tyler être repoussée de la table. Nous devons parler. La voix de Tyler s'adressait à Paige, calme et irrévocable. À propos de ça et à propos de Bali. J'ai fermé la porte d'entrée derrière moi. Je me suis assise dans ma voiture, une voiture Honda grise que je possède depuis 4 ans et que je posséderai probablement encore pendant 4 autres. Et j'ai posé mes 2 mains sur le volant et j'ai respiré. Par la fenêtre ouverte de la salle à manger, étouffée mais audible, je pouvais entendre la conversation s'envenimer. L'oncle Roger, la voix précise, tranchante et calme de ma tante prononçant le nom de mon père d'une manière qui laissait deviner que les prochaines semaines de leur relation seraient considérablement différentes des précédentes. Et en dessous, la voix de Tyler posant à Paige une question que je ne pouvais pas tout à fait entendre et la voix de Paige n'y répondant pas. Bali, leur lune de miel, une réservation au Four Seasons dont je n'avais aucune connaissance directe, mais dont j'avais entendu parler de manière détournée dans les mêmes conversations sur les finances du mariage qui avaient apparemment inclus la falsification de mon nom sur un accord de garantie. Je ne savais pas ce que Tyler avait découvert à propos de Bali. Je n'en avais pas besoin. Certaines choses s'annoncent d'elles-mêmes. J'ai démarré la voiture, je suis sorti de l'allée de Tante Caroline, j'ai conduit les 3 premiers pâtés de maison en silence avant que mon téléphone ne vibre dans le porte-gobelet. Rachel. Comment ça s'est passé? Exactement comme se passent les documents, ai-je répondu. Ils ont dit la vérité. Tous les autres ont dû y faire face. Une pause. Ton père a admis que c'était lui. Il a présenté la chose comme n'ayant pas d'autre option. Bien sûr qu'il l'a fait. Sa voix était sèche. Tu vas bien? J'ai réfléchi à la question honnêtement, ce qui est la seule façon dont je sais y répondre. Je vais bien, ai-je dit, et puis, parce que c'était vrai, et que je ne dis pas des choses vraies assez souvent. Je vais vraiment bien. Je ne ressens pas ce que je m'attendais à ressentir. Comment te sens-tu? J'ai repensé au visage de mon père quand j'ai placé ce courriel sur la table. Le regard gris, plat et vulnérable. Pas le regard d'un homme qui avait été pris au piège d'une subtilité technique. Le regard d'un homme qui s'était tenu dans une version de la réalité qui nécessitait qu'un groupe spécifique de personnes ne pose pas de questions spécifiques, et qui avait maintenant été retiré de cette réalité de façon permanente. Lucide, ai-je dit. Je me sens lucide. 3 mois plus tard, le domaine Whitmore a déposé une plainte au civil directement contre mes parents après que l'examen de leur service juridique a confirmé que la signature soumise ne correspondait pas à la pièce d'identité que j'avais fournie. La plainte a été réglée à l'amiable. Je n'en connais pas les termes et j'ai choisi de ne pas poser la question. Rachel m'a dit que l'équipe juridique du domaine avait été minutieuse. Elle l'a dit avec un ton qui laissait entendre que mon père n'avait pas passé des semaines agréables. Tyler et Paige sont toujours mariés pour autant que je sache. Que cette situation se soit résolue ou qu'elle se soit fracturée davantage, ce n'est pas à moi de détenir cette information. J'ai envoyé un bref courriel à Tyler 2 semaines après le brunch juste pour dire que je n'étais pour rien dans ce qui s'était passé avec la réservation de Bali et que j'espérais qu'il trouverait le moyen de s'en sortir. Il a répondu par 2 mots, merci beaucoup. Je suis toujours à Portland. Je lis toujours des contrats pour gagner ma vie. Le tiroir de mon bureau contient un nouveau dossier. Jusqu'à présent, il n'y a que 3 documents étiquetés avec la date de cette année et rien d'autre. Je ne m'attends pas à en avoir besoin, mais j'en ai appris assez sur ma propre famille pour savoir que l'espoir et la préparation ne sont pas mutuellement exclusifs. Mon père n'a pas appelé depuis le brunch. Ma mère a envoyé un message une fois 6 semaines plus tard. J'espère que tu vas bien. J'ai répondu. Je vais bien. C'était apparemment tout ce que nous avions à nous dire. J'ai 34 ans. J'ai voyagé 18 heures en avion pour aller à un mariage avec une invitation à la main et on m'a refoulé à la porte. 3 jours plus tard, on m'a remis une facture de $38 000 pour un contrat que je n'avais pas signé. Et je suis entré dans une pièce avec un dossier de couleur manie et j'ai laissé les documents dire tout ce qui devait être dit. Je n'avais pas besoin de lui faire du mal. Je n'avais pas besoin d'élever la voix. Je n'avais pas besoin de pleurer, de supplier ou de faire un spectacle. J'avais besoin de la page 3 et d'un passeport. La vérité est dépourvue de glamour de cette façon.
Elle n'arrive pas dans un discours dramatique ou à un moment parfait. Elle arrive dans un document numérique imprimé à 8h47 un vendredi matin, 11 pages, et elle dit exactement ce qu'elle dit. Et aucune pression familiale, aucune préparation minutieuse ou 63 ans d'autorité dans la pièce ne peuvent changer ce que l'encre montre. Il a signé mon nom. L'encre le savait.